La collusion entre le président sud-africain et la richissime famille Gupta est étroite. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le rapport explosif de l'ex-médiatrice de la République, Thuli Madonsela. La justice sud-africaine en a ordonné la publication mercredi dernier, une enquête qui porte sur l'influence de la puissante famille d'industriels indiens Gupta, soupçonnés d'avoir appuyé la nomination de certains membres du gouvernement ou d'avoir obtenu des marchés publics frauduleusement. Mais loin d'apparaître ébranlé, le président Jacob Zuma n'a pas hésité à narguer ses détracteurs. Afrique du Sud, énième scandale sur Zuma, le rapport de trop pour le président sud-africain. Premier débat du jour sur Angle de Vue. Ensuite, le Kenya a accusé l'ONU d'avoir cédé aux pressions de certains pays visant à rejeter la responsabilité des lacunes des casques bleus au Soudan du Sud sur leur commandant kenyan. À la suite d'une enquête interne, le commandant kenyan de la mission onusienne au Soudan du Sud, MINUS, a été limogé pour sanctionner l'inaction des casques bleus lors des violences de juillet dernier à Djouba. Nairobi a annoncé en représailles son retrait de la MINUS où opéraient 1 millier de soldats kenyans. Est-ce la bonne réaction? Quelle est la responsabilité du commandant kenyan? La posture du président Uhuru? Autant de questions qui vont nous servir de trame pour le second débat du jour. Retrait du Kenya de la force de l'ONU au Soudan du Sud. Quelles conséquences pour la MINUS? Mesdames, Messieurs, bienvenue, bonjour et merci de nous rester fidèles. Voici d'abord le flash, l'essentiel de l'actualité sur le continent africain. Un casque bleu togolais et 2 civils maliens ont été tués dimanche dans l'attaque d'un convoi de casques bleus près de Douenza, dans le centre du Mali, a annoncé la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, MINUSMA. 7 casques bleus togolais ont été blessés, dont 3 grièvement ajoutés dans un communiqué. La MINUSMA, qui est forte de 11 000 hommes dans le pays. Le casque bleu togolais tué a succombé à ses blessures. Près d'1 millier de personnes ont manifesté ce dimanche à Rabat pour protester contre l'arbitraire et exiger justice pour un vendeur de poissons écrasé par une benne à ordures dont la mort la semaine dernière avait choqué le pays. Le peuple veut la justice pour le martyr Moussine. Stop à l'injustice, l'arbitraire, c'est la division, scandait notamment les manifestants. Ils ont marché sans incident jusqu'aux abords du Parlement. Déjà quintuple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, détenteur de 3 supercoupes de la CAF et d'une coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, le tout-puissant Mazembe a décroché ce dimanche sa première coupe de la Confédération en battant les Algériens du Mobégaïa 4-1 lors de la finale retour à Lubumbashi. Les Congolais doivent leur victoire à un doublé de Kalaba et au but de Bopé et Bolingui, alors que Kadir a réduit le score à la 74e minute. Afrique du Sud, énième scandale sur Zuma, le rapport de trop pour le président sud-africain. Premier débat du jour qui s'installe juste après ceci. Et sur le plateau de Angle de Vue, pour en parler aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Lamine Cissé, bonjour et bienvenue sur Angle de Vue. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Face à vous, Aimé Tchefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Aimé Tchefa, merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Messieurs, actuellement, l'actualité, la pression s'intensifie sur le président Jacob Zuma, on le sait. Lamine Cissé, on l'a d'abord vu bloquer la publication du rapport, puis aller à un procès pour maintenir ce blocus. Et finalement, mercredi dernier, un de ses avocats annonce que le président renonce à bloquer ce rapport. Que traduit pour vous cette posture du président Jacob Zuma? Ok, d'accord. Je crois que la présomption d'innocence est là. Vous savez, ces scandales pareils dans un État ne renforcent pas la crédibilité d'un chef d'État. Ne serait-ce que publier cela, ça entache sa personnalité. Et il y a des antécédents, que vous savez. Donc je crois que le fait de vouloir bloquer ça ne veut pas dire forcément qu'il est coupable. Alors je ne sais pas comment est la constitution de l'Afrique du Sud. Mais nous, au Sénégal, par exemple, un chef d'État en exercice est protégé. Alors donc, je m'en tiens à là pour le moment parce que je ne peux pas aller profondément dans l'appréciation du dossier. Mais moi, je pense que ça va dans l'ordre normal des choses. Ça montre un peu que la justice sud-africaine a une certaine liberté
par rapport aux autres justices qui sont manipulées par les chefs d'État. Puisqu'il a essayé, il n'a pas pu manipuler. Moi, je dis un coup de chapeau pour cette justice qui marque son indépendance. Voilà, c'est l'appréciation que j'ai pour l'instant. Et M. Kefa, est-ce selon vous la pire semaine pour Jacob Zuma depuis son accession au pouvoir? Certainement. Certainement dans la mesure où le président Zuma, depuis son accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il a été souvent au cœur de vives critiques, je dirais même au cœur de malcompréhension, d'interprétations diverses par rapport à un certain nombre de faits dans la société sud-africaine, et que, au regard de tout ce qui est observé jusqu'ici, sa gestion est émaillée, visiblement, au regard de tout ce qui est observé, par des dossiers de corruption, dossiers de passage en force, dossiers de pots de vin, toutes sortes de dossiers ne faisant forcément pas bonne presse à un chef d'État, surtout en exercice dans son pays. Mais je voudrais partir de la conclusion ou du dernier mot de M. Lamine Cissé pour dire que tel que la justice sud-africaine fonctionne, cela rend compte de ce que c'est une machine démocratique bien huilée et que la séparation des pouvoirs est une réalité et que chaque institution joue effectivement son rôle. Parce que, ne l'oubliez pas, c'est un rapport de 355 pages et dont la personne qui a porté le lead dans ce dossier, l'ancienne médiatrice de la République, Tulima Donsela, qui n'a pas eu froid aux yeux et qui, entre-temps, je le souligne, est du même groupe ethnique, qui sont tous Zoulous, avec le président Zuma. Donc, je peux dire que, au regard de tout ce qui est observé et des éléments dont nous disposons, on peut dire que de plus en plus, le président Zuma s'enfonce. Il s'enfonce déjà depuis août dernier où les élections municipales et communales ont eu lieu et que l'AN, c'est l'historique parti sud-africain qui a perdu quasiment toutes ses fiefs et qu'en réalité ne fait que l'ombre de lui-même seulement à Johannesburg. Alors, Lamine Cissé, on a parlé de Tulima Donsela, l'ex-médiatrice de la République. Elle a été nommée par le président Jacob Zuma, mais finalement, dans l'exercice de ses fonctions, elle n'a fait aucun cadeau au chef de l'État. Non, mais ça rentre aussi dans le contexte historique des Sud-Africains. Sud-Afrique, quand on parle de l'Afrique du Sud, on pense de l'apartheid, c'est un peuple qui a une conscience citoyenne très élevée. Parce que c'est un peuple qui s'est toujours battu pour la liberté de ses droits. Je crois que le passage historique de ce pays, ils sont moulés dans un système où il faut se battre tout le temps, il faut préserver ses droits, il faut se battre pour aller de l'avant. Je crois que les acquis sont là. Ce qui veut dire que c'est pas étonnant de voir la différence que ça crée par rapport aux autres pays. C'est pourquoi toujours quand je fais des analyses, je dis toujours qu'il faut voir les pays et les placer dans leur contexte pour analyser le comportement des dirigeants. Donc voilà. Le bilan de Tulima Donsela à la tête de cette structure-là. Je crois qu'elle a fait un travail merveilleux, un travail où toute la distance a été observée, parce qu'en réalité, c'est vrai que les nominations sont faites par les personnalités politiques, étant entendu que ceux-ci entrent en ligne de compte dans leurs fonctions au quotidien, et qu'une fois une nomination faite, la personne ou l'autorité ainsi incarnée, à travers l'entremise de cette nomination, ne reconnaît plus la personnalité politique l'ayant nommée, c'est-à-dire prend suffisamment de distance pour éviter toute accointance pouvant conduire à ce que des biais soient observés dans le processus, surtout s'il s'agit de la médiation de la République, qui est un poste sensible où les décisions rendues ont valeur, plus ou moins de décisions rendues par un juge constitutionnel et qui donc ne devrait souffrir d'aucune faille ou d'aucune déficience. Alors, Lamine Cissé, parlons du rapport, un rapport de 355 pages qui dit, entre griffes, la famille Gupta est soupçonnée d'avoir appuyé la nomination de certains membres, même du gouvernement, ou d'avoir obtenu des marchés publics.
frauduleusement. Il y a 783 charges contre Zuma. Oui, déjà, avant ce rapport-là. Voilà, mais je crois que c'est vrai, ça ne m'étonne pas trop, d'autant plus que ceux qui sont derrière les nids de la complicité, les nids de la corruption, étaient bien avant l'avènement de l'ANC au pouvoir. Parce que on a vu que les chefs d'entreprise se sont mis dans la rue pour marcher. Ils ont marché pour dire à Zuma de démissionner. D'abord, qui est sous la présomption d'innocence, qui n'est pas encore jugé, de démissionner. Pourquoi? Mais la majeure partie de ces entreprises-là, c'était des pions de l'apartheid en Afrique du Sud. C'était des gens qui étaient dans la corruption, qui ont bâti leur empire dans la corruption, qui se sont enrichis sur le dos des 90% des Noirs sud-africains. Alors, je crois, je ne suis pas en train de protéger Zuma, je suis en train de faire un rappel, un fait historique. Parce que des gens qui sont trempés au même titre, plus que Jacob Zuma, c'est eux qui, aujourd'hui, se mettent dans la rue pour marcher contre quoi? Ils ont bâti leur empire sur les sangs des Africains, le sang des Noirs. C'est un crime contre l'humanité et l'apartheid. Mais ça a été soutenu par ces multinationales. Alors là, c'est la leçon que j'en tire. Je dis, évidemment, il faut que nous continuions à vouloir bien gouverner notre pays, à avoir l'éthique et la morale. Mais je me gêne quelquefois de voir certaines entreprises ou certaines entités qui pensent aujourd'hui qu'ils sont blanchis, alors qu'ils ont bâti leur fortune sur la corruption, sur le clientélisme, etc. etc. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que Jacob Zuma soit complice de certaines entreprises pour pouvoir, surtout l'armement, l'achat des armements, etc. Ça ne m'étonne pas parce que cette corruption-là, ça a toujours existé. Depuis l'apartheid jusqu'à présent, ça a été là. Maintenant, c'est Jacob Zuma qui est mis en cause. Mais derrière Jacob Zuma, on va découvrir beaucoup de choses. Parce que c'est une boîte à Pandore. Quand on l'ouvre, je pense que ça va aller très loin. Alors, Tchefa, les déclarations de l'opposition, elles sont quand même assez fracassantes. Notre pays est gouverné par une mafia, c'est ce que dit l'ADA, le parti de Moussi Maïman. On annonce même une motion de défiance pour cette semaine. Oui, je dirais que le parti de Julius Malema a dit mieux. Ou plus grave, le parti de Julius Malema a dit qu'il ira chercher Jacob Zuma et le déloger des lambrés dorés de la présidence de la République sud-africaine. Est-ce que c'est possible? Non, je crois que ce n'est pas possible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je crois que ce n'est pas possible. Il est important de mentionner, comme l'a dit M. Lamine Cissé, le peuple sud-africain est un peuple habitué à revendiquer ses droits au péril de sa vie. C'est un peuple très courageux qui est capable de sacrifier beaucoup de choses pour réaliser l'impossible. Ils ne sont pas comme la plupart des peuples africains. Non, c'est important de le mentionner. Cependant, une autre précision mérite également d'être apportée. L'Afrique du Sud est un pays qui a été bâti par beaucoup de forces venues d'extérieur ou d'origine extérieure. Il n'y a pas que les Boers néerlandais. Il y a également les Indiens. Absolument. Qui sont venus il y a très longtemps, qui aujourd'hui sont des Sud-Africains au même titre que quiconque. Les Gupta sont d'ailleurs indiens. Non, ils sont d'origine indienne, mais ils sont Sud-Africains. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. C'est une famille d'origine indienne. D'origine. Vous avez plein de Français ou de Britanniques qui sont Nigérians ou Béninois ou Congolais. Bon, bref, ils sont Sud-Africains. Ils ont toujours eu des ministres. Ils ont fait la lutte avec Mandela. Il y en a qui ont fait la prison, notamment 4 ou 5, qui font partie des grands symboles de la République sud-africaine. Et pas tout le monde, lorsqu'il s'agit de former un gouvernement, c'est forcément pas des cooptations politiques, le milieu politique, le milieu des affaires. Donc, de ce point de vue, que des ministres soient nommés par le truchement ou par ce couloir, c'est l'une des choses les plus normales, surtout qu'ils sont engagés en politique en Afrique du Sud depuis plus d'un siècle. De ce point de vue, je trouve que c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe partout. Cependant, dans la gestion des affaires de l'État, la gouvernance, et notamment la bonne gouvernance, doit être prônée. Cela doit rester
de mise, c'est la boussole que n'importe quel dirigeant ne doit pas perdre de vue. Et lorsque cela atteint un seuil donné, je crois que c'est un peu comme le game over. Alors, si 80 hommes d'affaires ont eu le courage de sortir dans les rues pour exiger la démission du président Zuma, je parie que forcément, ne serait-ce que ces 80, par rapport au président Zuma, doivent être lavés comme d'hysope et n'ont rien à se reprocher depuis que celui-ci est aux affaires. Sinon, leur nom pouvait être cité. Et s'ils se reprochaient à eux-mêmes quelque chose, je pense qu'ils n'auraient pas le courage de faire ce grand coup de gueule qui est en même temps un coup de courage. Alors, tous ces éléments associés et imbriqués ensemble, je crois qu'ils ont forcément un grand sens. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, qui est le moteur, la paix avec le Nigeria, aujourd'hui est suffisamment enrhumée. Alors que le rang sud-africain, disons-nous la vérité, n'a pas un réel problème. Mais l'économie sud-africaine, les questions liées à la gouvernance et à la gestion des affaires publiques en Afrique du Sud, depuis ces derniers temps, je crois que nous tous nous avons suivi et il n'y a pas de démonstration ou de preuve outre mesure à apporter qu'il y a trop de dossiers parce que bientôt 700 charges contre le président Zuma, je vous en prie, et qui, ayant le dos au mur, va dans son fief natal d'Akwala Zulu pour lancer. En fait, le fait de se prononcer sur le contenu de ce rapport, alors qu'il était resté tranquille tout le temps et qu'il avait cherché à bloquer le processus tout le temps, et tout ceci en vain, et qu'il soit obligé de se prononcer chez lui, non seulement dans son fief, mais dans son village natal, cela forcément, de mon point de vue, est symptomatique, plus ou moins des derniers signaux, ou d'un chef, pas seulement d'un chef d'État, d'un chef de tribu, d'un chef de guerre, à la recherche de soutien et d'appui, peut-être pour pouvoir rebondir ou pour pouvoir servir de riposte au plus suffisamment forte qui ne continue pas à tomber sur sa tête. Oui. Non, mais vous voyez, c'est-à-dire Jacob Zuma, c'est le symbole de la lutte de l'égalité des peuples sud-africains. Parce que ce qui peut ne pas lui être pardonné, c'est l'espoir, tout l'espoir qui est fondé sur lui. L'espoir d'un peuple les inégalités sociales qui se trouvent en Afrique du Sud, sur le plan économique, social, etc., environnemental. Donc, le sacerdoce était là. On attendait de Zuma, par exemple, battre pour qu'il y ait ces égalités entre les peuples, pour que l'économie du pays soit. Et que lui-même, il soit maintenant complice et faisant partie du système de la corruption. C'est ce qui n'est pas tolérable. Mais je dis toujours, j'appelle à la présomption d'innocence. Parce que vous savez, la justice étant ce qu'elle est, on attend de voir. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais peut-être, c'est... Parce que Jacob Zuma, même si ce n'est pas ce problème de rapport, de corruption, etc., sur le plan politique, au sein de l'ANC même, il a de sérieux problèmes. Il ne fait pas l'unanimité, ça pose un problème. Il y a des jeunes beaucoup plus dynamiques qui veulent, n'est-ce pas, une autre manière de conduire l'ANC. Cela, bon, il profite de ces situations-là également pour l'évincer. Je crois que l'ANC va vers la structuration pour créer de nouveaux élites, hein, des élites beaucoup plus n'est-ce pas, qui correspondent au temps moderne. Peut-être que c'est ça. Mais en analysant de près, moi je crois qu'il faut donner à ce rapport-là la présomption d'innocence et dire peut-être Jacob Zuma n'a pas dit son dernier mot. Peut-être qu'en allant vers la justice, le rapport-là va révéler beaucoup de choses peut-être qu'il va être une surprise. Et je reviens encore sur la première analyse que j'ai dit. Je n'ai pas dit ceux qui marchent sur la route, à l'état actuel des choses, n'ont pas la même propre. Je suis en train de dire, ils ont bâti leur empire, la plupart d'entre eux. Quand on parle de la société qui s'occupe de l'or, de l'extraction de l'or, etc., je dis, ils ont bâti sur leur empire, sur le sang et la sueur des Africains du Sud. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis maintenant, qui est propre?
Jacob Zuma devait être un modèle pour pouvoir contrecarrer et aider l'Afrique du Sud à aller de l'avant, mais lui-même, si on l'implique dans le système, ça pose un problème de gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas carrément au niveau de l'ANC? Parce que aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un pour briguer la succession de Jacob Zuma, on parle notamment du vice-président Cyril Ramaphosa, on parle de Nkosazana Dlamini Zuma qui pourrait revenir de l'Union africaine. Aujourd'hui, ce n'est pas réellement une jeunesse pleine de vie et de vigueur qui est en train de se positionner pour prendre le leadership du parti. C'est toujours des classiques, c'est toujours des anciens et qui sont là et qui ont le soutien soit de la COSATU, soit des syndicats des mineurs. Il y a Nkosazana qui compte aussi beaucoup de soutien. Aujourd'hui, ce n'est pas réellement une refonte au sein du directoire de l'ANC qui se profile. Oui, c'est-à-dire que c'est Zuma qui est en train de ternir cette image-là. Ce leadership qui doit être transmis par les caciques il est en train de ternir ça, sérieusement. Son comportement, etc. Donc, il est rejeté. Et ça donne la brèche, ça permet à une certaine jeunesse de s'affirmer. Mais je crois que la dynamique de tout parti, c'est de voir ces éléments-là au flanc, qui veulent s'affirmer pour montrer que nous sommes là, pour assurer la relève. C'est tout simplement ce que je voudrais dire. Non, je crois qu'il y a des indicateurs qu'il ne faut pas perdre de vue. Ces dernières années, quelles ont été les affaires qui ont été au cœur de grands scandales en Afrique du Sud? Ce sont des poulaillers refaits à des montants trop élevés que le chef de l'État a été obligé de reconnaître pour dire qu'il restituera les sous. Ce n'est pas moi qui le dis, nous tous nous avons suivi. Ce sont les jeunes qui réclament une éducation de qualité et qui prétendent que leurs parents n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir s'acquitter des droits de scolarité un peu trop élevés dans un pays économiquement mal en forme. Ce sont des mineurs qui ont été descendus suite à la revendication de leurs droits. Un rapport, notamment par rapport aux mineurs, qui incrimine le vice-président Cyril Ramaphosa, son nom a été cité. Bon. Donc aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde traîne des casseroles au niveau de la gestion alors, du pays. Quand vous prenez tous ces faits, la jeunesse sud-africaine n'est pas en train de revendiquer tout de suite l'exercice du pouvoir, demandant aux aînés de se mettre de côté. Ils savent d'où ils sont venus et ils sont conscients de ce que beaucoup de leaders ont consenti d'énormes sacrifices et même au péril de leur vie pour qu'ils en soient là. Les problèmes actuels de l'Afrique du Sud sont en lien ou relatifs avec la bonne gouvernance, la bonne gestion des affaires publiques et des performances économiques à afficher. Ils n'ont pas demandé plus que ça. C'est un grand dommage que l'héritage de Nelson Mandela soit déposé de côté. C'est un grand dommage que l'on fasse toujours des remontrances par rapport à des variables éthiques et morales dans la gestion des affaires publiques. N'allez pas chercher loin. C'est de cela qu'il s'agit réellement. Allez voir les différentes charges. Personne n'a dit que le président Zuma est présumé innocent. Il est présumé innocent. Ceux qui ont fait ce rapport, c'est-à-dire une commission dont les membres, dont l'intégrité morale des membres n'est plus à remettre en cause parce que tout le monde les connaît, ne peuvent quand même pas affirmer et écrire un certain nombre de choses noires sur blanc, apposer leur signature parce qu'ils ont envie de s'amuser ou d'organiser de la plaisanterie. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est sérieux. Et ce pays, pour ceux qui connaissent bien son histoire, je me rappelle quand on était au cours primaire, il nous a même été demandé de faire de petites cotisations de qui 10 francs, qui 25 francs, pour envoyer de l'argent aux gens en Afrique du Sud pour pouvoir acheter des armes et se défendre. Donc, c'est tout un symbole pour l'humanité. Quand le premier dirigeant noir d'un pays africain, comme celui-là, d'accord, est l'homme le plus admiré de la planète, et qu'aujourd'hui son héritage est saboté jusqu'à ce point qu'on parle de pots de vin, de recel, de ci, de ça, de manipulation, je crois que c'est sérieux ça. Il faut qu'on y réfléchisse profondément.
et que les gens, de part et d'autre, quel qu'en soit leur manteau, quel qu'en soit leur statut, soient écoutés par la justice. Et que la justice, en toute indépendance, en toute autonomie, et surtout en tout détachement, fasse effectivement son travail. C'est de cela qu'il s'agit et non d'une autre chose. Lamine Cissé, l'homme dit n'avoir peur de rien, même pas de la prison, qu'il a d'ailleurs fait à Robben Island. Il a 10 ans de prison, la prison de la période de l'apartheid. Il a fait la prison aussi. Sa posture, ce qu'il dit... Il s'accuse, c'est ça qui est mon problème. S'il le dit, il s'accuse alors. Parce qu'en fait, on dit présomption d'innocence, vous dites que vous n'avez pas peur de la prison. Moi, ça veut dire que ça appelle à réfléchir. Je vois d'autres Africains qui disent que l'apartheid peut-être est un crime contre l'humanité. Mais est-ce que ça n'a pas eu un impact positif pour l'Afrique du Sud? Quoi qu'on dise, si aujourd'hui l'Afrique du Sud est considérée comme première ou deuxième puissance du continent avec le Nigeria, ce n'est pas étranger à ce que le régime de l'apartheid a laissé comme économie pour l'Afrique du Sud. Non, ils ont certainement pillé l'économe, mais ils ont travaillé pour le pays. Ils ont fait, il y a des acquis qui sont restés. Et maintenant, ces acquis, je crois que l'ANC qui a mené un combat extraordinaire avec toute l'Afrique et le monde entier d'ailleurs, devait pouvoir préserver ces acquis-là et aller de l'avant. Et si maintenant on voit les dirigeants, c'est ce qui gêne un peu quoi, en tant que panafricain, ce qui gêne un peu comme mon ami vient de le dire tout à l'heure là, c'est préoccupant quoi de voir que tout ça est en train d'être foulé, n'est-ce pas, dans ces légèretés pareilles là. Ça touche en tant qu'Africain et ça amène à la révolte. Parce que le peuple sud-africain, comme il l'a dit, c'est pas un peuple sur qui on marche. Parce qu'ils l'ont prouvé, au risque de leur vie, ils se lèvent pour dire nous ne voulons pas cela. Je voudrais apporter une précision importante. Pour moi, l'apartheid ne peut rien apporter de bon. Une vision ou une philosophie bâtie sur la couleur de la peau, à l'aune de laquelle, qui est l'indicateur important pour tout voir, ne peut rien apporter de bon. Et ce n'est même pas bien qu'on en parle pour que les enfants entendent. Par contre, je crois qu'un être humain a forcément peur de quelque chose. Le jour où vous n'avez plus peur de rien, c'est dangereux. Vous devez tout au moins avoir peur de Dieu. Et si vous êtes un dirigeant, vous devez tout au moins avoir peur du peuple. Pas parce qu'il a la capacité de vous saboter, mais tout simplement parce que vous serez jugé. Que le président Zuma ait fait la prison à cause d'apartheid pour une lutte aussi noble et aussi digne, ben je dis qu'il est un grand dirigeant. Maintenant qu'il la fasse à cause de la corruption, ce serait vraiment un grand dommage. Un très grand dommage. Donc je crois qu'il ne s'agit pas d'avoir l'habitude des prisons ou de ne pas avoir cette habitude. Il s'agit simplement de se remettre soi-même en cause, de chercher les voies et moyens pour aller s'expliquer et au besoin expliquer les choses au peuple pour qu'ils comprennent mieux. Alors, au sein même du directoire de l'ANC ou du parti, il y a plusieurs personnalités qui donnent de la voix, notamment Cheryl Carolus qui a dit « Le président fait honte à l'Afrique du Sud ». C'est des propos extrêmement forts pour témoigner de ce qu'aujourd'hui, il y a crise au sein même de l'ANC. On remet en cause le leadership du président. Un autre groupe, Save South Africa, dit que ce rapport est le dernier clou à poser au cercueil de Jacob Zuma. Est-ce qu'aujourd'hui, le réel problème n'est quand même pas le premier président noir de ce pays-là, le président Nelson Mandela? Est-ce qu'il n'y a pas de sa responsabilité par rapport à la formation de sa succession? Parce que quand le président part, on a vu ce que Thabo Mbeki a donné. Ça n'a pas marché du tout. Thabo Mbeki a été viré entre griffes pour qu'aujourd'hui on mette le président Jacob Zuma au pouvoir. Est-ce que la responsabilité n'est pas aussi imputable au président Nelson Mandela? Je ne crois pas. Je ne crois pas en ce sens que le président Mandela, n'oublions pas le contexte dans lequel il avait exercé son seul quinquennat. Il ne faut pas oublier ce contexte. Et je crois que un être humain ne peut pas donner au-delà de... écoutez, ne le prenez pas comme un prélat, hein, c'est un homme politique. Ne le prenez pas
comme un évêque. Je crois qu'en tant que leader, ce qu'il doit faire, de mon point de vue, il l'a fait. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu régler plusieurs conflits pendant qu'il avait encore l'énergie de le faire. Je n'ai jamais oublié, je m'en souviens comme hier, le président Mandela au milieu du président Mobutu et de Désiré Kabila en train de les réconcilier, et puis c'était vraiment chaud. Donc, de ce point de vue, en tant que leader, le rôle de tout leader dans toute formation politique, c'est de tracer la voie et de donner le bon exemple. De ce point de vue, il est irréprochable. Mais sa succession, Non. L'homme aurait quand même pu, je ne sais pas, former quelques personnes qui soient dignes de confiance. Thabo Mbeki a passé tout son temps à ne même pas reconnaître l'existence du VIH-Sida, par exemple. Aujourd'hui, le président Zuma traîne des casseroles à n'en plus finir, et tous ceux-là ont soit fait de la prison, soit fait la lutte. Et c'est quand même des gens qui devaient être au-dessus de la mêlée, mais l'exercice même du pouvoir d'État montre que c'est tout autre chose. Non, la formation, là, c'est l'exemple de l'homme même, Mandela. C'est les actes de Mandela. Ça suffit comme formateur. Mandela a atteint son objectif. Mandela a laissé une Afrique du Sud arc-en-ciel. Il a dit, nous avons combattu l'apartheid, nous n'allons pas faire à la place l'apartheid. Il a fédéré les énergies et il est parti. C'est à nous maintenant, en tant que responsables, de continuer. C'est eux qui devaient continuer. Rapidement, messieurs, au sujet d'une autre affaire qui aujourd'hui est en train... On a l'impression aujourd'hui que le ministre des Finances, Pravin Gordhan, est aujourd'hui la cible du président Jacob Zuma. La semaine dernière, une affaire a été créée de toutes pièces, retirée par le procureur. On apprend encore qu'il y a une autre affaire qui pourrait sortir. Et aujourd'hui, quand on voit Zuma, quand Zuma va, par exemple, à l'Assemblée, Lamine Cissé, l'homme est hué par les opposants, mais quand Pravin Gordhan va à l'Assemblée, il est copieusement applaudi. Oui, je crois que c'est ça, parce qu'il y a des acquis de Mandela toujours là. C'est pas, il ne faut pas caricaturer Mandela à travers un homme, à travers Jacob Zuma, non. Il y a des Mandela en Afrique du Sud, parce que les Mandela, c'est le peuple. Et ce peuple-là, pas dans son entièreté, mais dans son pourcentage le plus élevé, et s'inspire toujours de la droiture, du combat, de la citoyenneté, etc. Ça se voit, parce qu'au sommet de l'État, il y a un malaise profond. Et ce malaise profond, je crois que ça peut être réglé que par ces combats interpersonnes. On ne combat pas l'autre parce qu'on ne l'aime pas, mais on combat l'autre parce que l'acte qu'il pose n'est pas un acte qui est louable. Je crois qu'il faut applaudir le sens très élevé du peuple de la citoyenneté du peuple sud-africain. Alors la posture aujourd'hui de Pravin Gordhan, l'homme est très apprécié des cercles d'investisseurs. On l'appelle Monsieur Propre. Aujourd'hui, il est en train de s'imposer comme, je ne sais pas, un opposant même au président Zuma qui est qui est carrément dans l'incapacité de nuire à ce personnage-là et qui ouvre d'autres fronts au sein même du gouvernement en Afrique du Sud. Le président Zuma, c'est une interrogation. Ne serait-il pas à la recherche de bouc émissaire? Je ne sais pas. C'est une interrogation. De toute évidence, il est avéré que le ministre des Finances, qui connaît très bien le pays et qui est dans son domaine, jusqu'à présent, ne s'est pas laissé influencer. Alors que le président Zuma et lui se connaissent il y a plus de 25 ans. Alors, vous pouvez donc comprendre que j'ai l'impression que les acteurs politiques sud-africains se retrouvent un peu comme sur un damier ou sur un échiquier, où maintenant chacun devient un pignon que l'autre doit savoir déplacer pour atteindre ses objectifs. Alors, si quelqu'un se laisse déplacer et qu'il ne fait rien à un moment donné pour bloquer, alors il se retrouverait de l'autre côté de l'échiquier dans l'entrejambe d'un de ses ennemis. C'est comme ça que je perçois la situation. Messieurs, merci. Fin du premier débat. D'abord le flash, puis l'actualité et les joutes entre l'ONU et le Kenya au sujet de la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud.
Un casque bleu togolais et deux civils maliens ont été tués dimanche dans l'attaque d'un convoi de casques bleus près de Douenza, dans le centre du Mali, a annoncé la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, MINUSMA. 7 casques bleus togolais ont été blessés, dont 3 grièvement, ajoutés dans un communiqué. La MINUSMA, qui est forte de 11 000 hommes dans le pays. Le casque bleu togolais tué a succombé à ses blessures. Près d'un millier de personnes ont manifesté ce dimanche à Rabat pour protester contre l'arbitraire et exiger justice pour un vendeur de poissons écrasé par une benne à ordures dont la mort la semaine dernière avait choqué le pays. Le peuple veut la justice pour le martyr Moussine. Stop à l'injustice, l'arbitraire, c'est la division, scandaient notamment les manifestants. Ils ont marché sans incident jusqu'aux abords du Parlement. Déjà quintuple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, détenteur de 3 supercoupes de la CAF et d'une coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, le tout-puissant Mazembe a décroché ce dimanche sa première coupe de la Confédération en battant les Algériens du Mobégaïa 4-1 lors de la finale retour à Lubumbashi. Les Congolais doivent leur victoire à un doublé de Kalaba et au but de Bopé et Bolingui, alors que Kadir a réduit le score à la 74e minute. Retrait du Kenya de la force de l'ONU au Soudan du Sud. Quelles conséquences pour la MINUS? Le débat s'installe juste après l'intermède. Un débat qui se poursuit avec vous, messieurs. Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique, et Tchefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Le Kenya a accusé jeudi dernier l'ONU d'avoir cédé aux pressions de certains pays visant à rejeter la responsabilité des lacunes des casques bleus au Soudan du Sud sur le commandant kenyan. Quelle analyse faites-vous de cette sortie du président Uhuru Kenyatta? Non, il y a 3 principes qu'il faut rappeler. Lorsque vous êtes un soldat et vous appartenez à un contingent du genre en mission, pour les Nations Unies surtout, vous n'avez plus de nationalité. Votre nationalité, c'est la nationalité des Nations Unies. Ce que vous commettez comme bévue, ce sont les Nations Unies qui répondent et non le chef de votre État d'origine. C'est important de mentionner cela. Donc, dans le cadre de l'exercice de ces fonctions, en tant que militaire, le général Johnson Ondieki n'est plus un Kenyan, il est onusien à partir de ce moment. Lorsqu'il y a un problème dans l'armée, surtout à un niveau aussi élevé, je parle des Nations Unies, et que le patron de ces soldats, qui n'est nulle autre personne que le secrétaire général des Nations Unies, prend la responsabilité de commanditer une enquête pour comprendre ce qui s'est passé, ce n'est pas un jeu. Et l'objectif n'est pas d'attaquer un pays parce que le contexte dans lequel ceci s'est passé, c'est que des fonctionnaires de l'ONU, des fonctionnaires étrangers qui travaillent pour les Nations Unies, leur protection n'a pu être assurée. Si vous connaissez très bien ces institutions, vous allez savoir que dans n'importe quel pays, quel qu'en soit le degré de conflit, il y a un espace aménagé pour ces fonctionnaires qui est sérieusement sécurisé, qui a eu un périmètre bouclé au sein duquel on n'entre pas comme ça. Or, ici, l'ONG Human Rights Watch l'a précisé, des femmes ont été violées. Des gens ont été tués, travaillant pour les Nations Unies. Alors, c'est hautement grave, c'est un fait sérieux. Et des casques bleus éthiopiens et chinois étaient à moins d'1 kilomètre de l'endroit où les faits se sont produits et avérés. Les morts existent, les femmes violées ont apporté des témoignages, on connaît. Donc je ne crois pas que c'est juste une affaire de rapport géopolitique ou géostratégique parce qu'on a envie de nuire au président Uhuru Kenyatta. C'est beaucoup plus sérieux parce qu'il s'agit de vie des êtres humains et notamment des fonctionnaires onusiens. Non, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de citoyens première classe et de citoyens deuxième classe. Comment ça? Les casques bleus partout ailleurs, ils ont toujours laissé les citoyens massacrés. On prend le cas en RDC, mais des sanctions ne tombent jamais. Alors,
Cela remet donc en cause la mission des Nations Unies dans le mandat. Le problème, c'est le mandat qui leur est souvent donné. Le mandat, on ne comprend pas. Souvent, sous leur nez, des massacres se perpétuent, et puis on ne se prend pas pour qu'ils n'agissent pas. Ce n'est pas la première fois. Mais là, maintenant, on a tué les fonctions des Nations Unies, c'est inadmissible. Si on dit, contrairement qu'on a violé, mais partout ailleurs, on viole, on coupe les bras sous leurs yeux, personne ne se fait. Rien ne se fait. Pratiquement chaque minute, une femme est violée en RDC. Moi, je pense que la réaction du Kenya est autre que cela. Parce que, vous voyez, le Soudan du Sud, ça peut être une base arrière des Chebab. Vous savez, le Kenya, il est confronté au terrorisme. Absolument. OK? Donc, l'armée kenyane, 1000 personnes, c'est extrêmement important que ça soit dirigé par un général kenyan. Parce qu'il y a une question de géostratégie, une question de sécurité nationale. Parce qu'ils sont allés pour aider le pays à... Oui. Voilà, mais ils ont encore un intérêt beaucoup plus... Leur propre intérêt. Très bien. Parce que tu vois, ça fait frontière avec le Kenya. Et nous avons le Soudan. Quand on parle du Sud-Soudan, il y a l'autre partie du Soudan. Mais c'est le terreau même du terrorisme. C'est les bases. Et puis les pays qui entourent le Kenya, il faut les voir. Donc moi, je comprends leurs inquiétudes pour dire que ça ne sert à rien parce que leur sécurité est menacée. Je les comprends. En termes de stratégie militaire, je les comprends. Alors, c'est sur ce point-là que je voudrais intervenir. Je trouve que si leur sécurité, c'est-à-dire si la sécurité des Kenyans est menacée, alors le meilleur moyen, c'est de chercher à négocier avec les Nations Unies en restant à l'intérieur. Pas en menaçant de sortir. Pas en menaçant de sortir. Et c'est vrai que la responsabilité du Kenya est engagée plus que n'importe quel autre pays parce que dans la corne de l'Afrique, c'est ce pays qui joue le rôle que joue le Tchad dans la zone centrale de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs à cause de cette raison qu'il faut prendre le recul nécessaire pour chercher à comprendre ce qui s'est passé et ne pas prendre une position tout de suite. Le général John Dieki en question, je le rappelle, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions aux Nations Unies, n'est pas un Kenyan, il est un Onusien. Alors, il y a c'est la théorie, quoi. Mais les Kenyans ne voient pas ça comme ça. Il y a un des porte-parole de l'ancien vice-président sud-soudanais, Riek Machar, qui a été automatiquement expulsé par les autorités kenyanes parce qu'il avait jugé que c'était une très bonne chose que d'avoir sauté le commandant kenyan. Mais de toute façon, ils n'étaient pas d'accord que les Nations Unies viennent d'ailleurs là-bas au Sud-Soudan. C'était pas bien parce que... Et vous savez, dans l'exercice des fonctions des casques bleus, dans les zones de conflit, ils sont souvent confrontés à des contraintes liées, n'est-ce pas, au comportement des rebelles sur le terrain, liées au comportement des militaires même sur le terrain. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, ce que mon ami vient de dire, parce qu'il y a des fonctionnaires des Nations Unies qui ont été victimes, et ça a réveillé. Mais je dis, partout ailleurs, ils sont comme ça. Moi, leur inefficacité, sur le terrain, surtout africain, est avérée. En Afrique centrale, tout à l'heure là, mais ils ont été désavoués combien de fois par le peuple? On viole les gens devant eux, ils n'agissent pas, ou bien c'est eux qui violent. Donc, vous voulez parler de la Centrafrique? Oui, le problème qui se pose pour ces casques bleus-là, en Afrique, on n'est pas satisfait d'eux. Okay? Il vaut mieux d'avoir un militaire tchadien qui vient sécuriser que d'avoir des casques bleus qui viennent se planter là. En RDC, je crois qu'ils se sont transformés en je m'excuse, je pèse mes mots, c'est les populations même qui le disent. Ils se sont transformés même en commerçants de minerais. Ils font des affaires au lieu de sécuriser les gens. Alors aujourd'hui, est-ce que la posture du président Uhuru Kenyatta, est-ce que Uhuru Kenyatta n'a pas peut-être envie juste de tirer à boulet rouge sur l'ONU parce qu'on sait qu'il a une certaine accointance avec le Soudan, notamment par rapport à la question du retrait de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'aujourd'hui Uhuru Kenyatta n'est pas en train de se positionner juste pour le faire comme ça? Non, je crois que la Cour pénale internationale, c'est un autre débat. Parce que c'est une cour qui est désavouée par beaucoup de chefs d'État. À tort ou à raison? À tort ou à raison, mais le constat est que
on a vu des crimes beaucoup plus odieux ailleurs. Je ne sais pas quel cours nous allons avoir pour ces crimes-là. C'est ça le problème qui se pose. Et ils sont protégés par les Nations Unies, ce qui se passe. Ce qui se passe en Libye, au Soudan, et comment dirais-je, en Irak, etc. Mais c'est extraordinaire. Eh bien, rapidement. Je voudrais rappeler que, comme force d'interposition et comme armée multirépublicaine, il n'y a pas que les casques bleus. Il y a les casques blancs. Il y a également les Comog. Et vous savez que le dire ainsi, c'est parler de l'Afrique. Que faisons-nous pour que ces forces-là soient vraiment actives? Les casques blancs, les Comog, il s'agit de l'Afrique. Combien les États africains cotisent pour rendre actives et vivre ces forces? C'est de cela qu'il s'agit. Les autres nous donneront ce qu'ils ont. Et ils ne peuvent pas nous donner à nous plus qu'à eux-mêmes. À partir de ce moment, c'est à nous de savoir comment nous prendre au sérieux pour ne plus avoir besoin d'eux. Merci beaucoup. Messieurs, merci. Était sur ce plateau Lamine Cissé, écrivain sénégalais, expert en communication politique, et Metiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Ce sera tout pour ce numéro de Angle de Vue. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite des programmes sur SICA. Bonne